Qu'est-ce qui peut forcer un Boeing 777, une merveille d'ingénierie valant des centaines de millions d'euros, à faire demi-tour en plein vol? Ni une alerte à la bombe, ni une urgence médicale, mais une bataille silencieuse, menée à 10 000 mètres d'altitude, par un père déterminé à protéger sa dignité et celle de son enfant. Voici l'histoire d'Antoine Dubois, un homme noir, père célibataire, harcelé en première classe pour la seule raison de son identité. Ce n'est pas seulement une histoire de préjugés dans les airs, mais celle d'un affrontement où un homme, armé de son calme et de son amour paternel, défie une injustice flagrante. Ce qui suit est une chronique de courage, de résistance et de la puissance d'un père qui refuse de plier face à l'arrogance d'une hôtesse de l'air expérimentée, Claire Lefebvre, dont les actes vont bientôt se retourner contre elle de la manière la plus spectaculaire. Le salon de première classe de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle était un havre de luxe discret. Les conversations feutrées, le tintement délicat des verres à champagne et le murmure des machines à café formaient une symphonie apaisante pour les voyageurs privilégiés. Antoine Dubois, 38 ans, entrepreneur à succès, savourait ce calme rare. Ces dernières années, il avait bâti de toutes pièces une entreprise de technologie, Synergitech, spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la logistique. La vente récente de sa société pour un montant à 9 chiffres lui avait offert une liberté nouvelle, celle d'être avant tout un père pour son fils de 10 mois, Éloi. Ce jour-là, Antoine se rendait à Bordeaux pour présenter Éloi à ses grands-parents, un voyage symbolisant son triomphe personnel. Assis dans un fauteuil en cuir du salon, il berçait doucement Éloi, endormi contre son torse, son petit souffle régulier caressant son cou. Antoine ajusta l'écharpe de portage en soie, un geste devenu instinctif, ses grandes mains maniant avec tendresse ce bien si précieux. Son costume sur mesure, un Zegna bleu marine, contrastait avec la simplicité de son sac allongé, un modèle Hermès discret mais coûteux, témoin de son succès. Pourtant, malgré l'élégance et l'assurance, une vigilance sourde l'habitait. Dans ces espaces où sa présence semblait toujours surprendre, il savait que les regards pouvaient devenir des jugements. « Monsieur ?» La voix, tranchante comme une lame, brisa le calme. Antoine leva les yeux. Une hôtesse de l'air, Claire Lefebvre, se tenait devant lui. Son chignon blond impeccable et son uniforme impeccablement repassé dégageaient une autorité froide. Son badge scintillait sous les lumières tamisées, mais son sourire, fin et artificiel, n'atteignait pas ses yeux. « Oui ?» répondit Antoine, sa voix posée, teintée d'une courtoisie prudente. Il posa une main protectrice sur le dos d'Éloi. « Je dois vérifier votre carte d'embarquement pour le vol vers Bordeaux, » dit-elle, ses yeux glissant de son visage à l'enfant, puis revenant à lui avec une méfiance à peine voilée. La requête était étrange, sa carte avait été scannée à l'entrée du salon. « Bien sûr, » répondit Antoine, fouillant dans son sac allongé. Il sortit son téléphone, affichant le code QR de son billet. Claire le scanna avec un appareil portable, un bip vert retentit. Pourtant, elle ne bougea pas. Son regard scrutait d'Antoine, analysant son costume, sa montre Audemars Piguet, un cadeau qu'il s'était offert après la signature d'un contrat majeur. Elle semblait faire un calcul mental, et le résultat ne semblait pas la satisfaire. « Et l'enfant ?» demanda-t-elle, son ton suggérant qu'Éloi était un bagage non déclaré. « Éloi Dubois, mon fils. Il est indiqué sur le billet comme enfant en bas âge, » répondit Antoine, une première pointe d'irritation perçant sous son calme. « Tout est cela dedans. » Claire plissa les yeux. « Il me faudra une pièce d'identité, monsieur. Un passeport ou un permis de conduire fera l'affaire. » La demande était absurde. Antoine sentit la vigilance s'intensifier. Ce n'était pas un contrôle de routine, c'était ciblé. Il aurait pu protester, souligner que personne d'autre dans le salon n'était soumis à cet interrogatoire. Mais Éloi dormait paisiblement, et sa priorité était de préserver ce calme. Lentement, il sortit son portefeuille, tendit son passeport. Claire le prit, ses ongles manucurés tapotant le document. Elle l'examina, comparant la photo à son visage avec une lenteur exagérée, presque théâtrale. « Merci de votre coopération, monsieur Dubois, » dit-elle enfin, rendant le passeport. Le mot « coopération » sonnait comme une accusation. Antoine la regarda s'éloigner, son dos raide, un goût amer en bouche.
Il baissa les yeux vers Éloi, dont la petite bouche entr'ouverte laissait échapper un souffle léger. Pour lui, il ravala sa frustration. Il endurerait ces micro-agressions, ces regards inquisiteurs, pour offrir à son fils un monde où il n'aurait jamais à douter de sa place. 20 minutes plus tard, l'appel pour l'embarquement en première classe retentit. Antoine rassembla ses affaires, installa Éloi dans son porte-bébé, et se dirigea vers la porte d'embarquement. Parmi les premiers à embarquer, il espérait s'installer avant l'afflux des passagers. Mais à l'entrée de la passerelle, il la revit. Claire Lefebvre, postée comme une sentinelle, saluait les passagers avec un sourire mécanique. Pour le couple âgé devant lui, des Allemands en tenues élégantes, elle était tout miel. Mais dès qu'elle aperçut Antoine, son visage se ferma. « Carte d'embarquement », dit-elle, la voix monocorde. Antoine tendit son téléphone. Un autre bip vert. « Siège de va », précisa-t-il, prêt à avancer. Elle leva une main, bloquant son chemin. « Je dois revoir votre pièce d'identité, juste pour être sûr. » L'audace était sidérante. Dans le couloir étroit de la passerelle, avec d'autres passagers et commençant à faire la queue, ce n'était ni une procédure ni une mesure de sécurité. C'était une démonstration de pouvoir. « Je vous l'ai montré dans le salon, il y a moins d'une demi-heure, » répondit Antoine, sa voix tombant dans un registre grave, presque menaçant. « Les règles de la TSA sont strictes, mentit-elle, le menton relevé. » Derrière lui, un homme d'affaires en costume gris, marmonna. « Qu'est-ce qui bloque ?» Antoine sentit les regards se poser sur lui, le désignant comme l'obstacle. Il fixa Claire, ses yeux bleus froids, triomphants. Elle le provoquait, espérant une scène. Avec une profonde inspiration, il sortit à nouveau son passeport. Éloi remua contre son torse, son petit front se plissant comme s'il ressentait la tension. « Satisfaite ?» demanda Antoine, sa voix dénuée d'émotion. Claire hocha brièvement la tête, un rictus de victoire aux lèvres. « Bienvenue à bord, monsieur. » Le mot sonnait comme une insulte. La cabine de première classe du Boeing 777 était un cocon de luxe. Antoine trouva son siège, un espace spacieux avec un minibar et un écran tactile. Il détacha délicatement Éloi, le posant dans le berceau fourni par la compagnie. Le cuir moelleux du siège l'enveloppa, mais il se sentait prisonnier. Il avait respecté les règles, il était resté poli, mais l'échange avec Claire laissait un résidu toxique. Par le hublot, il observa le tarmac animé, avec une certitude glaçante, ce n'était pas fini. Claire avait tracé une ligne dans le sable, et il pressentait qu'elle ne faisait que commencer. La cabine se remplit lentement. Mathilde, une femme d'une quarantaine d'années, journaliste indépendante, s'installa en 3B. Ses lunettes rondes et son air observateur trahissaient une curiosité aiguisée. Elle avait remarqué l'échange à la passerelle et jeté des regards discrets à Antoine. À côté, en 2C, un couple allemand, Hans et Greta, discutait à voix basse, lançant des coups d'œil agacés vers Éloi. Un jeune steward, Hugo, passa avec un sourire timide, offrant des boissons. Antoine accepta un verre d'eau pétillante, appréciant la chaleur sincère d'Hugo. Pendant un instant, il se permit de croire que le pire était passé. Il avait tort. Claire traversait la cabine avec une assurance de propriétaire. Ses mouvements étaient précis, son regard scrutant chaque passager. Lorsqu'elle atteignit le siège d'Antoine, elle s'arrêta. Il lisait un email sur son téléphone, ignorant son regard. « Monsieur », lança-t-elle, assez fort pour attirer l'attention des voisins, « je dois vous demander d'éteindre votre appareil pour le décollage. » Antoine releva les yeux. « Nous n'avons pas encore quitté la porte », répondit-il calmement. « C'était au vrai ?» Le pilote n'avait pas terminé son annonce de bienvenue. La politique de la compagnie exige que tous les appareils soient en mode avion et rangés, insista-t-elle, son ton se durcissant. Je ne vous le demanderai pas une seconde fois. Mathilde, en 3B fronça les sourcils, tenant elle-même une tablette allumée. Hans, le passager allemand, marmonna quelque chose à sa femme, agacé par l'interruption. Antoine refusa de mordre à l'hameçon.
Il mit son téléphone en mode avion, le glissa dans la poche du siège, et la regarda. Voilà. Cela vous convient-il? Claire plissa les yeux. Je dois revoir votre carte d'embarquement. Le nom doit correspondre exactement au manifeste. C'était de la pure provocation. Mathilde secoua la tête, incrédule. Vous avez scanné ma carte 3 fois, Claire, dit Antoine, sa voix basse, avec une pointe d'acier. Je m'appelle Antoine Dubois, mon fils est Éloi Dubois, nous sommes à nos sièges. Quel est exactement le problème? Le problème, monsieur, rétorqua-t-elle, la voix dégoulinante de condescendance, est d'assurer la sécurité de tous à bord. Certains ne réalisent pas l'ampleur de cette tâche. Elle s'adressait à lui, mais jouait pour les autres passagers, le dépeignant comme une menace. J'apprécie la sécurité, répondit Antoine, son regard inflexible, quand elle est appliquée équitablement. Quand elle devient un outil de harcèlement, mon appréciation diminue. Un murmure parcourut la cabine. Mathilde esquissa un sourire discret, impressionnée par son calme. Claire, déstabilisée par sa maîtrise, insista, « Montrez-moi la carte. » Antoine, pour désamorcer, afficha le code QR. Elle y jeta un coup d'œil, sans même scanner, puis se tourna vers le berceau. Ce berceau doit être rangé pour le décollage. L'enfant doit être sur vos genoux. Je sais, dit Antoine, j'attendais l'annonce finale. Considérez ceci comme votre annonce, lâcha-t-elle avant de s'éloigner. L'avion quitta la porte, roulant vers la piste. Antoine serra Éloi contre lui, le berçant doucement. La tension montait, mais il se concentra sur son fils, son ancre. Pourtant, un incident imprévu aggrava la situation. Alors que Claire passait avec un chariot de service, elle, accidentellement, renversa une cafetière, éclaboussant la chemise d'Antoine de café brûlant. « Oh, désolé, dit-elle, son ton dépourvu de remords. Éloi, surpris, se mit à pleurer. Antoine, trempé, ignora la douleur et calma son fils, murmurant des mots doux. Mathilde, outrée, tendit une serviette. « C'est inacceptable. » murmura-t-elle. Hugo, voyant la scène, s'approcha, l'air gêné. « Je peux vous aider, monsieur ?» Antoine déclina, mais apprécia le geste. Claire, elle, s'éloigna, un sourire narquois aux lèvres. Ce fut le moment où quelque chose bascula en Antoine. Ce n'était plus une question de tolérer les affronts. Claire ne s'en prenait pas seulement à lui, mais à son rôle de père, à Éloi, à leur droit d'exister dans cet espace. Il sortit son téléphone, non pour l'allumer, mais comme un rappel de son pouvoir. Il connaissait Vincent Morel, PDG d'Étoile d'Azur, depuis des années. Un appel pouvait tout changer. La question n'était plus de savoir s'il agirait, mais quand et comment. Claire pensait avoir gagné, mais elle venait de déclencher une tempête qu'elle ne pouvait imaginer. À 10 000 mètres d'altitude, dans la cabine feutrée de première classe d'un Boeing 767, un simple appel téléphonique peut-il arrêter un vol entier? C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Antoine Dubois, poussé à bout par le harcèlement incessant d'une hôtesse de l'air, a décidé de ne plus se taire. Ce n'était pas une simple dispute à bord, mais une confrontation où un père, armé de sa dignité et de son amour pour son fils, a défié un système toxique incarné par Claire Lefebvre. Cet appel, lancé depuis les cieux, allait non seulement faire trembler la cabine, mais aussi ébranler une compagnie aérienne entière, révélant au grand jour une injustice criante. Ce qui suit est le récit d'un moment décisif, où un homme ordinaire, dans une situation extraordinaire, a transformé sa colère en une force de changement. L'atmosphère dans la cabine de première classe était lourde, saturée d'une tension presque palpable. Les moteurs du Boeing 777 ronronnaient, mais pour Antoine Dubois, le bruit ambiant n'était qu'un fond sonore masquant la tempête intérieure qui couvait. Assis au siège de A, il berçait doucement Éloi, son fils de 10 mois, qui s'était rendormi après l'incident du café renversé. La chemise d'Antoine, tachée et encore humide, était un rappel cuisant de l'humiliation orchestrée par Claire Lefebvre,
l'hôtesse en chef. Chaque regard qu'il croisait dans la cabine, celui de Mathilde, la journaliste compatissante en 3B, ou celui du couple allemand, Hans et Greta, en 2C, oscillant entre agacement et curiosité, renforçait son sentiment d'isolement. Pourtant, il n'était pas seul. Les murmures des autres passagers, les coups d'œil furtifs, et même le silence gêné du jeune steward Hugo, qui évitait soigneusement Claire, formaient un écosystème de réaction. Mais pour Antoine, la seule chose qui comptait était Éloi, blotti contre son torse, ignorant le chaos qui se déroulait autour de lui. Claire, de son côté, poursuivait son service avec une assurance arrogante, distribuant des sourires forcés aux autres passagers tout en ignorant ostensiblement Antoine. Lorsqu'elle passa près de son siège, poussant le chariot de boisson, elle s'arrêta pour servir Hans avec une courtoisie exagérée. « Monsieur, un verre de Bordeaux ou peut-être un champagne ?» gazouilla-t-elle, son ton mielleux contrastant avec la froideur qu'elle réservait à Antoine. Ce dernier, déterminé à ne pas lui donner la satisfaction d'une réaction, demanda calmement. « Une bouteille d'eau plate, s'il vous plaît. » Claire s'immobilisa, pivota lentement, son visage figé dans une expression d'irritation contenue. « Plate ou gazeuse ?» demanda-t-elle, comme si prononcer ces mots lui coûtait un effort. « Plate » répéta Antoine, son regard fixé sur elle. Elle posa la bouteille et un verre sur sa tablette avec un geste brusque, faisant teinter le verre contre le plastique. Éloi, surpris par le bruit, laissa échapper un petit cri. Antoine, passant immédiatement en mode père, murmura des mots apaisants, caressant le dos de son fils. Claire, elle, leva les yeux au ciel avec un soupir théâtral. Formidable, un vol avec un bébé qui pleure, marmonna-t-elle, juste assez fort pour qu'Antoine l'entende. Ce commentaire, mesquin et venimeux, fut la goutte d'eau. Quelque chose en Antoine bascula. Ce n'était plus une question de supporter les micro-agressions ou de préserver la paix pour le bien d'Éloi. Claire ne s'en prenait pas seulement à lui. Elle faisait de son fils, un nourrisson innocent, une cible de son mépris. Il sentit une clarté froide l'envahir, la même qu'il avait ressentie lorsqu'il avait risqué toutes ses économies pour lancer Synergitech. Il sortit son téléphone de la poche du siège, ignorant l'avertissement du mode avion. Ses doigts glissèrent sur l'écran, s'arrêtant sur un nom dans ses favoris. Vincent Morel, PDG d'Étoile d'Azur. Ils s'étaient rencontrés lors d'un sommet technologique à Paris, où Synergitech avait optimisé la logistique de la compagnie. Vincent, impressionné par l'intégrité et la vision d'Antoine, lui avait donné son numéro personnel. En cas de besoin, avait-il dit. Ce moment était arrivé. Antoine activa l'appel Wi-Fi, une fonctionnalité standard en première classe. Une sonnerie, puis deux. À l'autre bout, une voix rauque, tirée du sommeil, répondit « Antoine, tout va bien. Il est tôt. » Claire, qui passait à nouveau dans l'allée, s'arrêta net, son regard fixé sur lui. « Qui appelez-vous ? Le service client ? Il n'ouvre pas avant des heures, lança-t-elle, un rictus moqueur aux lèvres. Antoine l'ignora. Vincent, désolé pour l'heure matinale, dit-il, sa voix lisse comme du verre poli. Nous avons une situation. Je suis sur votre vol pour Bordeaux, et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Il marqua une pause, croisant le regard de Claire. Pour la première fois, il vit une fissure dans son assurance, une lueur de confusion. Je veux que vous annuliez ce vol. Un silence mortel s'installa à l'autre bout de la ligne. Les passagers voisins, sentant la gravité de l'instant, se redressèrent. Mathilde, la journaliste, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, capturant l'échange. Claire, figée, serrait la cafetière en argent qu'elle tenait, ses phalanges blanchissant. « Annulé ?» répéta Vincent, désormais pleinement réveillé. « Antoine, de quoi parlez-vous ? Une menace de sécurité ? Un problème mécanique ? Expliquez-moi. » Antoine ne détourna pas son regard de Claire, l'obligeant à affronter le poids de ses actes. « La menace, Vincent, c'est pour votre marque, dit-il, sa voix calme mais tranchante. Votre hôtesse en chef, Claire Lefebvre,
a transformé ce vol en une campagne de harcèlement ciblé. Depuis le salon, elle m'a soumis à des contrôles incessants, m'a humilié devant les autres passagers, m'a empêché de changer la couche de mon fils, et m'a menacé d'une arrestation à l'arrivée. Tout cela parce qu'elle pense qu'un homme noir n'a pas sa place en première classe. Les mots, prononcés avec une précision chirurgicale, résonnèrent dans la cabine. Mathilde, filmant toujours, zooma sur le visage de Claire, dont l'expression passait de la suffisance à l'horreur. Hans, le passager allemand, murmura quelque chose à sa femme, visiblement mal à l'aise. Hugo, le jeune steward, se tenait à l'arrière, pétrifié, son regard oscillant entre Antoine et Claire. « Donnez-moi son nom », ordonna Vincent, la voix glaciale. « Et celui du commandant. »« Elle s'appelle Claire Lefebvre », répondit Antoine. « Quant au commandant, je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, étant trop occupé à être profilé racialement depuis 2 heures. » Il berça Éloi, qui s'agitait légèrement, ses grands yeux curieux observant la scène. « C'est inacceptable », lâcha Vincent. Antoine entendit des bruits de mouvement à l'autre bout, Vincent se levait, son cerveau de PDG en alerte, calculant déjà les retombées médiatiques. « Une plainte sera déposée, Antoine. Elle sera licenciée avant que vous atterrissiez. » Mais cela ne suffisait pas. Pas pour Antoine. « Non, Vincent, vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix ferme. « Une plainte, un licenciement, ce n'est pas assez. Ce vol est souillé. Il n'ira pas à Bordeaux. Pas avec elle à bord, pas avec moi non plus. » Vincent tenta de protester. « Antoine, il y a plus de 200 passagers, la logistique, le coût. Ce serait un cauchemar. » Antoine ne fléchit pas. « J'ai vendu Synergitech pour un montant à 9 chiffres, Vincent. Votre compagnie utilise mon logiciel pour gérer vos opérations mondiales. Je comprends le coût. Mais je comprends aussi le prix de laisser une culture de préjugés s'enraciner. Cet incident n'est pas une anomalie, c'est un symptôme. Vous devez envoyer un message clair, immédiat, sans compromis. » Les passagers autour écoutaient, captivés. Mathilde, toujours en train de filmer, tweeta la vidéo en direct via le Wi-Fi de la cabine, accompagnée d'un hashtag. Étoile d'Azur scandale. Le clip, montrant Claire bloquant Antoine et lançant des remarques acerbes, commença à circuler en ligne. À cet instant, une nouvelle voix s'éleva. Une actrice française célèbre, Isabelle Delorme, assise en 1A, se leva. « C'est une honte, dit-elle, sa voix portant dans la cabine. J'ai tout vu, et cet homme a raison. Vous devriez avoir honte, madame. » Son intervention, venant d'une figure publique, fit de l'effet d'une bombe. Les autres passagers murmurèrent leur assentiment, et Claire, acculée, sembla rétrécir. Sa main tremblait, la cafetière cliqueta lorsqu'elle la posa sur le chariot. Elle cherchait un allié, mais ne trouva que des regards accusateurs. Vincent, à l'autre bout de la ligne, comprit qu'Antoine ne bluffait pas. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il, la voix tendue. Antoine exposa ses conditions avec la précision d'un négociateur. « Ce vol retourne à Paris-Charles de Gaulle. Vous invoquerez des raisons opérationnelles. À l'arrivée, je veux un représentant de votre direction, pas la sécurité, pour me rencontrer. Ma voiture privée m'attendra sur le tarmac. Étoile d'Azur couvrira tous les frais et dommages, dont mes avocats discuteront demain. Et vous et moi, Vincent, aurons une conversation sérieuse sur une refonte complète de votre formation contre les préjugés. » Il marqua une pause. « Si vous faites cela, l'histoire s'arrête ici. Sinon, je descends à Bordeaux, j'appelle le monde, et le nom d'Étoile d'Azur sera synonyme de bigoterie d'ici ce soir. À vous de choisir. » Le silence à l'autre bout fut assourdissant. Claire, livide, semblait sur le point de s'effondrer. Mathilde continuait de filmer, son tweet gagnant déjà des milliers de vues. Isabelle Delorme croisa les bras, défiant Claire du regard.
Enfin, Vincent répondit, la voix lourde, demi-tour autorisé. L'ordre est transmis au cockpit. Un représentant vous attendra. Je suis désolé, Antoine. Antoine raccrocha, glissa son téléphone dans sa poche et regarda Claire. Son visage, autrefois un masque d'arrogance, était maintenant celui d'une femme terrifiée, comprenant qu'elle venait de sceller son propre destin. Moins d'une minute plus tard, l'interphone grésilla. La voix du commandant, tendue, annonça. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. En raison de circonstances opérationnelles imprévues, nous retournons à Paris-Charles de Gaulle. Veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage. » La cabine de première classe explosa en murmures. En classe économique, les passagers, ignorants du drame, grognaient de frustration. Mais en première classe, tout savait. Claire disparut dans la cuisine, tirant le rideau comme pour se cacher du monde. Hugo, le jeune steward, tenta de maintenir le service, son visage pâle reflétant un mélange de honte et de peur. Mathilde, rangeant son téléphone, adressa un hochement de tête approbateur à Antoine. Isabelle Delorme, l'actrice, s'approcha discrètement. « Vous avez fait ce qu'il fallait » murmura-t-elle. Antoine, tenant Éloi endormi, hocha la tête. La colère s'était dissipée, remplacée par une résolution froide. Il avait agi pour son fils, pour lui-même, pour tous ceux qui subissaient ce genre d'injustice. Le retour à Paris fut étrange, comme un voyage dans un univers parallèle. Lorsque l'avion atterrit, loin du terminal principal, deux silhouettes apparurent à la porte, le commandant, un homme à l'air sévère, et une femme en tailleur marine, représentant d'étoiles d'azur. Le commandant se dirigea vers la cuisine, tirant le rideau. « Claire, avec moi, ordonna-t-il. Elle émergea, méconnaissable, son chignon défait, son visage strié de larmes. La femme, Catherine Bélanger, vice-présidente des services à bord, s'adressa à la cabine. « Mesdames et messieurs, au nom d'Étoiles d'Azur, nous vous présentons nos excuses. Une enquête est en cours. Monsieur Dubois, votre voiture vous attend. » Antoine, rassemblant ses affaires, passa devant Claire sans un regard. Elle murmura, la voix brisée, « Vous avez ruiné ma vie. » Antoine s'arrêta, la regardant avec une pitié détachée. « Non, Claire. Vous l'avez fait vous-même. » Il quitta l'avion, Éloi dans ses bras, prêt à transformer cette épreuve en un changement durable. De l'humiliation d'un père à bord d'un avion à une révolution dans la culture d'une compagnie aérienne, l'histoire d'Antoine Dubois est bien plus qu'une victoire personnelle. C'est le récit d'un homme qui, face à l'injustice, a transformé une épreuve en un mouvement pour l'empathie et la justice. Après avoir forcé un Boeing 777 à faire demi-tour par un simple appel, Antoine n'a pas seulement mis fin à la carrière de Claire Lefebvre, l'hôtesse qu'il avait harcelée, il a planté les graines d'un changement systémique. Ce chapitre raconte les conséquences de cet acte audacieux, non seulement pour Claire, désormais confrontée à un karma impitoyable, mais aussi pour une industrie entière, désormais forcée de regarder ses préjugés en face. C'est une histoire de rédemption, de responsabilité et d'un père qui, pour son fils Éloi, a redéfini ce que signifie défendre ce qui est juste. L'atterrissage à Paris-Charles de Gaulle marqua un tournant. L'avion, immobilisé sur une piste isolée, semblait figé dans le temps, comme un symbole de l'onde de choc déclenchée par Antoine. Dans la cabine de première classe, les passagers, encore sous le coup de l'annonce, échangeaient des regards mêlés de confusion et d'admiration. Mathilde, la journaliste assise en 3B, avait déjà publié sa vidéo sur les réseaux sociaux, où elle gagnait d'une traction fulgurante. Le hashtag #Étoiles d'Azur scandale devenait viral, amplifié par le soutien d'Isabelle Delorme, l'actrice en 1A, qui avait tweeté « Ce que j'ai vu aujourd'hui sur ce vol est inacceptable. Soutien total à cet homme et son enfant. Chabas justice pour Antoine. » Antoine, tenant Éloi dans ses bras, descendit la passerelle vers une Cadillac Escalade noire, moteur ronronnant sur le tarmac. Catherine Bélanger, vice-présidente des services à bord d'Étoiles d'Azur, l'accompagnait. « Monsieur Dubois, nous avons réservé une suite au Ritz si vous le souhaitez, dit-elle, son ton professionnel masquant une tension palpable.
Tous les passagers recevront un remboursement complet et un bon de voyage de 1 200 €. Tout ce dont vous avez besoin est à votre disposition. Antoine, installant Éloi dans un siège à auto, répondit simplement. Je veux juste rentrer chez moi. Et je veux que cela n'arrive plus jamais à personne. Catherine hocha la tête, promettant que Vincent Morel, le PDG, prenait l'affaire au sérieux. Derrière eux, Claire Lefebvre, escortée par le commandant et un agent de sécurité, quittait l'avion, son badge confisqué, son uniforme froissé, son arrogance réduite en cendres. Ses mains tremblaient, son visage était un masque de panique et de honte. En passant près d'Antoine, elle murmura, la voix brisée, « Vous avez détruit ma vie. » Antoine, sans se retourner, répondit calmement. « Non, Claire. Vous avez construit un monde où l'on juge les gens sur leur apparence. Aujourd'hui, vous en payez le prix. » Il monta dans la voiture, Éloi babillant joyeusement, inconscient du drame. Alors que l'escalade s'éloignait, Antoine jeta un dernier regard vers l'avion. Claire, silhouette solitaire, disparaissait dans l'ombre du terminal, un fantôme de la femme qu'elle était 2 heures plus tôt. Les jours suivants furent un tourbillon. La vidéo de Mathilde, relayée par des milliers d'internautes, devint une tempête médiatique. Le Monde, France 24 et même la BBC reprirent l'histoire, titrant « Un père noir harcelé en première classe, un vol annulé, une carrière brisée ». Le nom de Claire Lefebvre fut rapidement découvert, et son passé numérique, parsemé de commentaires douteux sur les réseaux sociaux, refit surface. Elle devint le visage du racisme institutionnel, une paria publique. Les captures d'écran de ses anciens postes, où elle se moquait des minorités, scellèrent son sort. Doxing, menaces, ostracisme, Claire, désormais recluse dans un petit appartement à la périphérie de Paris, vivait dans l'ombre de son propre scandale. Elle tenta de supprimer ses comptes, mais le mal était fait. Chaque article, chaque tweet enfonçait un CL général et clou dans le cercueil de sa réputation. Elle trouva refuge dans un emploi anonyme, pliant du linge dans une blanchisserie industrielle, loin des regards. Le karma, implacable, l'avait rattrapée. Mais pour Antoine, l'agitation publique n'était que du bruit. Son combat n'était pas pour la vengeance, mais pour un changement durable. 2 jours plus tard, Antoine était assis face à Vincent Morel dans une salle de réunion au siège d'Étoile d'Azur. La table en acajou, les baies vitrées donnant sur la ville, tout parlait de pouvoir. Mais Vincent, épuisé, semblait vulnérable. Le conseil d'administration est en panique, admit-il. Nos actions ont chuté de 12%. C'est un désastre. Antoine, tenant Éloi sur ses genoux, répondit. C'est une opportunité, Vincent. Une chance de faire ce qui est le juste. Vos formations sur la diversité sont des coquilles vides. Elles apprennent à éviter les procès, pas à changer les mentalités. Il fit glisser une proposition sur la table, un document détaillé qu'il avait préparé en une nuit. Je veux que vous financiez une fondation indépendante, l'initiative Dubois Morel pour l'empathie appliquée. Elle utilisera la réalité virtuelle, des témoignages réels et des données pour immerger vos employés dans les expériences des personnes discriminées. Pas de jeu de rôle, pas de cases à cocher. Une vraie transformation. Vincent, parcourant le document, écarquilla les yeux. C'est ambitieux. Et coûteux. Moins coûteux qu'un scandale qui dure des années, rétorqua Antoine. Et je veux que Hugo, le jeune steward, soit impliqué. Il a du cœur. C'est le genre de personne dont vous avez besoin. Vincent accepta. Une semaine plus tard, l'initiative Dubois Morel fut annoncée, saluée comme une révolution dans la responsabilité d'entreprise. Hugo, promu conseiller, partagea son expérience du vol lors de la première conférence de presse, sa voix tremblante mais sincère. J'ai vu un homme être humilié et je n'ai rien fait. Je ne veux plus jamais être ce spectateur silencieux. Mathilde, désormais en contact avec Antoine, publia un article dans Le Figaro, détaillant son courage et la vision de l'initiative. Isabelle Delorme, l'actrice, devint une ambassadrice médiatique,
amplifiant le message. Un an plus tard, Antoine monta à bord d'un autre vol Étoile d'Azur, cette fois avec ses parents et Éloi pour des vacances familiales à Nice. Une jeune hôtesse, Sophie, s'approcha, un sourire chaleureux aux lèvres. « Monsieur Dubois, je voulais vous remercier. J'ai suivi la nouvelle formation. Ça m'a ouvert les yeux. » Antoine, regardant Éloi jouer avec sa grand-mère, sourit. « Merci, Sophie. Continuez à apprendre. » La cabine, autrefois un lieu de tension, vibrait d'une nouvelle énergie. L'initiative, désormais adoptée par 3 autres compagnies aériennes, réduisait les plaintes et augmentait la satisfaction des employés. Bastien, devenu directeur exécutif, dirigeait des sessions de réalité virtuelle où les stagiaires vivaient les expériences d'une femme voilée ou d'un parent d'enfant handicapé. Les pilotes, souvent stoïques, sortaient de ces sessions changés, humbles. Claire, quant à elle, vivait dans l'anonymat. Ses cheveux blonds teints en brun, elle pliait du linge dans une blanchisserie, l'odeur de javel saturant l'air. Son ancien pouvoir n'était plus qu'un souvenir. Certains jours, elle maudissait Antoine, Internet, le monde. Mais parfois, dans le silence de son petit appartement, la vérité la frappait. Elle revoyait le regard d'Antoine, non de colère, mais de déception. Elle entendait les pleurs d'Éloi. Elle savait qu'elle avait construit sa propre prison. Un soir, à un arrêt de bus, elle vit un reportage sur une télévision publique. Hugo, en costume élégant, parlait de l'initiative, son assurance stupéfiante. « Nous ne changeons pas seulement les politiques, disait-il. Nous changeons les perspectives, une personne à la fois. » Claire, figée, rata son bus. Elle rentra chez elle sous la pluie, un fantôme hanté par le monde qu'elle avait contribué à créer. Pour Antoine, cette année fut celle du sens. L'initiative Dubois Morel était devenue une passion. Lors d'une visite au centre de formation d'Étoile d'Azur, il observa Hugo diriger une session. Les stagiaires, émus, discutaient de leurs expériences. Hugo s'approcha, desserrant sa cravate. « Comment j'étais, patron ?» plaisanta-t-il. Antoine rit. « Tu n'es pas mon patron, Hugo. Mais tu étais incroyable. Un leader né. » Hugo rougit. « J'ai appris du meilleur. Ce jour-là, dans l'avion, j'avais honte de mon silence. Grâce à vous, j'ai trouvé ma voie. » Antoine posa une main sur son épaule. « Tu avais du cœur, Hugo. C'est la première étape. » Ils regardèrent le groupe suivant entrer, une nouvelle vague d'employés prêts à changer. L'histoire d'Antoine n'était pas seulement celle d'un homme qui a arrêté un avion. C'était celle d'un père qui, pour son fils, a transformé une humiliation en un mouvement. Il n'avait pas éradiqué les préjugés, mais il avait rendu leur expression inacceptable. Il avait donné une voix à des gens comme Hugo, une plateforme à des gens comme Mathilde, et une chance à une industrie de se réinventer. En regardant Éloi courir dans l'herbe lors d'un pique-nique familial, Antoine sut que chaque combat en valait la peine. Pour lui, pour Éloi, pour un monde où un père noir en première classe ne serait plus une anomalie. L'histoire d'Antoine Dubois, un père confronté à l'injustice à 10 000 mètres d'altitude, touche profondément par sa force et son universalité. Ce récit, ancré dans une réalité trop commune, révèle la puissance du courage face à la discrimination. Antoine, par son calme et sa détermination, ne s'est pas contenté de défendre sa dignité, il a transformé une épreuve personnelle en un mouvement pour l'empathie et le changement systémique. Cette saga m'inspire à réfléchir sur notre responsabilité individuelle dans les moments d'injustice. En France, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont chères, l'histoire d'Antoine nous rappelle que ces idéaux exigent des actions concrètes, pas seulement des mots. La première leçon que je retiens est celle de la résilience. Antoine, malgré les provocations de Claire, a choisi de répondre avec maîtrise, prouvant que la force véritable réside dans la retenue et la stratégie. Dans nos vies, face aux préjugés ou aux conflits, garder son sang-froid permet de transformer la colère en solution constructive. Ensuite, l'importance de l'action collective m'a marqué. Sans le soutien de Mathilde,
Hugo ou Isabelle, le combat d'Antoine aurait été plus ardu. Cela nous enseigne qu'être un allié actif, même par un geste discret, peut amplifier une cause juste. Enfin, la création de l'initiative du Bois Morel montre que le vrai changement exige de s'attaquer aux racines des problèmes, pas seulement à leurs symptômes. Appliqué à nos quotidiens, cela signifie investir dans l'éducation, le dialogue et l'écoute pour bâtir une société plus équitable. Ces leçons me poussent à m'interroger, que ferais-je dans une situation similaire? Resterais-je silencieux ou oserais-je parler? Antoine nous invite à choisir le courage, à défendre ce qui est juste, pour nous et pour les générations futures, comme Éloi. Si cette histoire d'Antoine vous a ému, inspiré ou interpellé, agissez maintenant. Likez cette vidéo pour soutenir ce message de justice, partagez-la pour sensibiliser votre entourage, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos récits percutants. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel moment de cette saga vous a le plus marqué? Ensemble, faisons entendre les voix du changement. Merci de nous avoir regardés.